Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite au sondage que j'ai pas encore arrêté mais que je vais arrêter, à partir de cette vidéo qu'on va commencer à s'intéresser à la puce RTCC, le MCP 7940M. La première chose qu'on va faire, c'est comment on va construire le prototype, parce que je vous l'ai dit, et on l'a vu dans la vidéo précédente, j'utilise pas de module. Il faut que je construise mes prototypes de A à Z. Et on va donc voir les contraintes d'assemblage et les composants nécessaires pour le fonctionnement de la puce MCP 7940M que j'ai sélectionné. Hein, voilà. Alors pour ça, on va sauter beaucoup de choses dans la documentation technique qui nous intéressent pas au début. Hein. Par exemple, tout ce qui est fonctionnalité, ça, on s'en fout un peu. Par contre, qu'on regarde déjà rien que le brochage, ça c'est intéressant. Bon, y a quand même peut-être quelque chose là-dedans qui est intéressant. Il y a ça qui est intéressant là. On nous dit que la puce est compatible 100 à 400 kHz. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est low cost, donc pas cher. I2C, real time clock. Real time clock, je vais t'en foutre des claques, moi, tu vas voir. I2C, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de communication puce à puce. Ok. Et ici, on voit 100 à 400 kHz de compatibilité et c'est lié à rien du tout. Et ben en fait, si. C'est la vitesse de transmission des données du protocole I2C. De base, l'Arduino fonctionne en 100 kHz. Il me semble qu'il faut les modifier pour fonctionner en 400 kHz. Donc on va rester en 100 kHz. Hein, on va fonctionner en 100 kHz autant que possible. Moins on modifie, mieux c'est. Ensuite, dans la description, je vous épargne la traduction de tous les paragraphes et de toutes les lectures parce que ça va être chiant. Donc si on prend le temps de lire ici, on s'aperçoit qu'il va nous falloir un cristal de 32 kHz, enfin de 32 768 Hz. Autrement, en français, on appelle ça un cristal d'horloger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre ici? Pas grand-chose. Ici, on apprend que si on n'avait pas vu l'image, que c'est une puce 8 broches. Il y en a une qui est marquée NC, on verra plus tard ce que ça veut dire. On reconnaît ici VCC, qui est l'alimentation. VSS, donc si ici on sait que c'est l'alimentation, VSS, a priori, c'est la masse. SCL, SDA, MFP, X1, X2, bon, tout ça, on ne voit pas encore à quoi ça sert. Là, on voit une partie des entrailles de la puce. Et là, on voit un schéma typique de montage avec la puce. Magnifique. Alors, dans la liste du matériel, il va nous falloir 3 résistances, 3 condensateurs, la puce et puis le cristal ici. Alors, on nous dit que C1, qui est le condensateur ici, c'est un 100 nanofarad. CX1 et CX2, va falloir regarder plus loin comment on les choisit. Pour le cristal, pareil. On nous dit que c'est un cristal d'horloger de 32,768 kHz et on nous dit d'aller regarder le texte pour voir comment on le choisit. Par contre, R1 qui est ici relié à la broche MFP, on verra juste après ce que ça veut dire. C'est une 10 kΩ, hein, tranquille. SCL et SDA, c'est deux résistances de 2,2 kΩ. Voilà, pour le moment, on est tranquille avec ça. Alors, là, on nous donne les caractéristiques de la puce. Tension d'alimentation maximum 6,5 volts, ça tombe bien. Et c'est la tension maximum. Hein, donc on peut l'alimenter avec moins que ça.
Et d'ailleurs, dans le tableau ici, on nous dit que VCC peut aller de 1,8 à 5,5 volts. Nous, par rapport à notre projet, c'est nickel. Là, dans le petit cadre ici, on nous dit que si vous mettez plus que ce qui est marqué dans les trucs maximum, vous allez griller la puce. Là, on nous donne les caractéristiques pour les broches SCL et SDA qui concernent la communication I2C puce à puce. Hein. SCL, ça va être la broche qui va avoir un signal de synchronisation. Et SDA, c'est là où il y a les données qui vont transiter. SCL pour Serial Clock. S Serial, CL pour Clock. SDA pour Serial Data. Et c'est une broche qui peut recevoir et émettre sur la même ligne des données. Voilà. Donc le niveau haut en tension, c'est minimum sur SDA 0,7 fois la tension de VCC. Donc si on a 5 volts sur VCC, le minimum pour que ce soit considéré comme un niveau haut, c'est 3,5 volts. Pour qu'un niveau bas soit considéré bas, il faut qu'une tension inférieure à 0,3 fois VCC soit appliquée. Dans les cas où on utilise la puce entre 2,5 et 5,5 volts. Ça tombe bien, c'est là où nous, on va utiliser la puce. Donc jusqu'à 0,3 fois VCC. Pareil, si on prend comme tension de base 5,5 oh là, si on prend comme tension de base 5 volts, 30% de ça, c'est 1,5 volts. Donc tout ce qui sera en dessous de 1,5 volts sera considéré comme un niveau bas. Après, il y a d'autres caractéristiques. Ça, c'est pour le moment pas super intéressant. Ça va être à prendre en compte. Je le sais maintenant, mais on reviendra plus tard dessus. Donc voilà, on a déjà les caractéristiques pour notre prototype. Hein. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ouais, bah ça c'est la fréquence d'horloge. Maximum. Alors, et c'est bien les vitesses maximum. Hein. Pour faire du 400 kHz en vitesse de transmission, il faut une tension VCC entre 2,5 et 5,5. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du 100 kHz si on est à 5 volts. Hein. Parce que l'Arduino, de toute façon, il ne fait pas du 400 kHz si je me souviens bien de la documentation. Faudra vérifier plus tard quand on y sera. Alors, ok, bon ça, pour le moment on s'en fout. Ouais, tout ça on s'en fout un peu. Ça représente le diagramme de communication. Donc là, on nous parle on nous donne la fonction des broches. Hein. Donc VSS, c'est la masse. SDA, c'est la broche de serial data, comme je vous ai dit. Hein. Donc les données série. SCL, donc la broche serial clock. X1, c'est pour le X-Tal input. Qu'est-ce que c'est que le X-Tal input? Alors en anglais, ils mettent des X pour simplifier la prononciation cross. Et si on le prononce un peu vite et qu'on fait une faute de frappe sur son clavier en même temps, ça fait crosstal. Crystal, si vous regardez sur votre clavier, le I il est juste à côté du O. C'est quand tu prononces une faute de frappe. C'est l'input, donc l'entrée de l'oscillateur externe. Et X2, c'est la sortie. NC pour non connecté, donc ça, on pourra le brancher à la masse à la rigueur, enfin le souder à la masse. MFP, c'est la broche multifonction. Et ça, on va bien étudier son fonctionnement quand on y arrivera parce que ça va nous faire
Ça va nous simplifier un problème qu'on va rencontrer plus tard. VCC de 1,8 volts à 5,5 volts. Et c'est la power supply. Voilà. Donc là, on nous explique SDA, Serial Data. On nous dit que c'est une broche bidirectionnelle. Comme on a un seul fil pour transférer des données, les bits sont envoyés les uns derrière les autres, donc en série, comme les résistances. C'est pour ça qu'on appelle ça serial data, données série. Et là, on nous dit que sur SDA, il faut mettre une résistance de 10 kΩ si on est à 10 kHz et 2 kΩ pour 400 kHz. Le choix d'une résistance est plus compliqué que ça. Mais en général, si on suit ces recommandations-là, ça marche. La deuxième partie, c'est qu'on nous dit que pour le transfert normal de données, SDA, la broche SDA est autorisée à ne changer que pendant que le signal de synchronisation sur SCL est bas. On verra plus tard. Hein, on verra par l'expérience, parce que là, si je vous explique comme ça sans faire de dessin, vous n'allez pas comprendre. Serial clock, cette entrée est utilisée pour synchroniser le transfert de données depuis la puce vers autre chose. X1, les broches X1 et X2 sont pour brancher le cristal externe. MFP, c'est la broche multifonction, et puis voilà. Les caractéristiques du bus I2C, pour le moment, on n'en a rien à foutre. RTCC fonctionnalité, onboard memory, rien à faire. Il y avait autre chose qui était intéressant. Voilà. Ici, les caractéristiques du cristal. Donc, comment on choisit son cristal? Et comment on choisit les condensateurs qui sont liés à ce cristal? Parce que si on revient ici, tout ce montage-là va dépendre un peu des caractéristiques de ce truc-là quand on lit la documentation. Bon, on est de retour ici. On nous dit que l'oscillateur interne a été caractérisé pour fonctionner avec des cristaux avec une résistance série équivalente de 70 kΩ. La résistance série équivalente, c'est un peu la caractéristique de résistance intrinsèque du composant. Là, on nous donne un tableau où, en fait, ils ont déjà fait le travail de sélection et de calcul de comment qu'il faut quoi. Donc moi, je me suis pas fait chier, hein, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit dans le tableau. Je suis allé chercher chez Reirelt, parce que chez Conrad, c'était beaucoup trop cher à cause des frais de port. Un micro, des cristaux microcristal type CM7V T1A, hein, j'ai pris le premier du tableau, 7 picofarads, 10 picofarads pour le cristal 1, enfin pas pour le cristal 1, pour le condensateur 1, et 12 picofarads pour le condensateur 2. J'ai pas ces valeurs là, j'ai 2 fois 10 picofarads, mais si je rajoute un peu de longueur sur les pattes, ça va ajouter un petit peu de capacité au condensateur, donc ça devrait le faire en fait. Alors ensuite, ce qu'on nous dit pas de manière directe, c'est que les deux condensateurs qu'on va choisir sur les broches X1 et X2, ces deux condensateurs-là, il faut les choisir de telle manière à ce que la valeur associée de ces trucs-là soit égale à la valeur de la capacitance du cristal. Et on nous donne pour ça l'équation suivante. Donc C load, CX2, CX1 et C stray. Alors, à chaque fois qu'on voit un C, c'est pour capacitance ou capacité. Donc la capacité de la charge, et donc la charge en question, hein, load c'est traduit par charge. Donc la charge, c'est le cristal ici, c'est lui, à 7 picofarads. Il faut utiliser cette formule pour que ça, ce soit équivalent à ça.
Bon, je leur fais confiance, hein, c'est la documentation technique, on peut refaire le calcul. Mais si on regarde ça, on se fait... ce serait pas la même formule que pour les résistances en parallèle. Eh ben, je vais vous dire que si, c'est exactement ça. C'est plus ou moins la loi d'Ohm appliquée au condensateur. Et voilà. Donc on applique ça comme ça. Et c'est stray, c'est la capacité de quoi? Eh ben c'est les capacités résiduelles de tout le reste. Donc ça va vous paraître bizarre, mais même les pistes sur un circuit imprimé, hein, sur une plaquette de circuit imprimé, ça a une valeur de capacité. Tout composant électronique, et il faut bien comprendre que quand je dis tout, c'est tout, et une piste, c'est en fait une sorte de résistance, mais avec une résistance très faible. Du coup, il y a quand même une capacité à emmagasiner de l'énergie, donc il y a une capacitance là-dedans. Hein. Et donc, comme vous l'avez deviné aussi, dans les pattes des composants, il y a une valeur de capacitance. Et c'est pour ça que quand on va revenir au tableau ici, oscillator pin capacitance, donc la capacitance des broches de la puce, c'est 3 picofarads. Donc voilà, donc déjà ici on a au moins 3 picofarads. Si on ajoute un peu le reste, la valeur des pistes, la valeur des broches des condensateurs, tout ça, ça va là-dedans en principe. Sauf qu'on nous dit que les capacités des broches doivent être inclus dans CX2 et CX1. D'accord. Et C-Stray, c'est uniquement pour la capacitance de la plaquette, en fait. Du circuit. Ok. On nous donne un montage typique sur un circuit imprimé. Hein. Par contre, ce qu'on nous dit ici, c'est que il faut tester les condensateurs qu'on a choisis pour voir s'ils sont bien avec le cristal. Enfin, c'est la combinaison qu'il faut bien régler. Donc, c'est pour ça. Moi, je me suis pris 10 cristaux parce que pendant la fabrication, il y a toujours un peu de déviance. Hein, ils n'ont pas toujours les mêmes caractéristiques. Alors, pour plus de détails, on nous recommande d'aller voir la note d'application AN1365 RTCC Best Practices. Donc les meilleures pratiques avec les puces RTCC de la note d'application 1365 d'après Microchip que j'ai là. Hop. Donc, pour ce qui est cristal spécification et sélection, on voit ici Power Up, donc regardons. Alors, Power Supply. Alors, si on regarde là, on nous dit ici que C1, c'est un 100 nanofarad pour filtrer ça. Et que il doit être le plus proche possible de la broche VCC. Bon, ok. Limite, nous, ce qu'on va faire, c'est le souder directement sur la broche. On va mettre le moins de pattes possible et on le soude directement sur la broche. Et encore moins de broches directement soudées à la masse. Je sais pas trop comment on va faire ça, mais enfin bon. Alors, Power Supply, Power Up. VCC devrait toujours démarrer à 0 volts et augmenter à sa tension nominale pour être sûr d'avoir un power on reset, un reset à l'alimentation en fait. Bon, ça c'est on verra ça plus tard. Internal switch to VBAT, ça on verra plus tard. L'alimentation de secours pour conserver les données, on verra ça plus tard. Crystal spécification, ok. Donc on retrouve encore notre microcristal, ce truc-là, le schéma de branchement recommandé. Est-ce qu'on nous dit quelque chose de plus? On remet là-dessus. On
On nous donne des recommandations, garder les pistes aussi courtes que possible jusqu'au cristal et jusqu'au euh, au condensateur de charge. Et on nous dit d'utiliser un anneau de masse. Alors si on regarde le plan ici, ici, ça c'est les pastilles pour les broches de la puce. Donc là, si on se souvient bien du brochage, ici c'est X1 et ici X2. Ok. Et là, on voit une piste ici qui englobe le cristal et les condensateurs. Et ben c'est ça notre anneau de masse. Et on voit ici une piste qui est raccordée et qui s'en va, on ne sait pas où. Et ben ça c'est pour relier cet anneau là à la masse. Pourquoi ça n'a pas été connecté ici à la masse ici. Ici c'est VSS, donc la masse. On aurait pu lier ici aussi parce que ça passe comme ça pour aller là. Pourquoi ça n'a pas été connecté comme ça? Bah, c'est juste un exemple, hein. On fera des tests de toute façon. Alors, utiliser un anneau de masse. Pendant la conception de la PCB, un anneau de masse devrait être placé autour de l'ensemble du cristal et des deux broches X1 et X2. Cet anneau de masse devrait être connecté devrait être connecté à travers une connexion de faible impédance à la masse. Une conception est recommandée et montrée à la figure 5 dans cet exemple. Et il parle bien d'un exemple. C2 et C3 sont CX1 et CX2 capacitors. Donc voilà. Donc là, on a déjà une idée. Hein, on va reprendre dans la prochaine vidéo, on reprendra ça et on va faire notre prototype. Donc ça veut dire que on pourra pas le faire sur une breadboard. Ou alors ça fonctionnera très très mal parce que la puce semble relativement sensible aux capacités parasites ici et une breadboard niveau capacité parasite, c'est le pire qu'on puisse faire. Donc il va falloir qu'on crée directement notre prototype et qu'on le soude sur une plaquette de prototypage et pas sur une breadboard. Donc faudra prendre ce que j'ai et puis on se débrouillera avec. Enfin je me débrouillerai avec. Je verrai comment je peux faire. Parce que là, l'anneau de masse, ça va être compliqué par rapport aux plaques que j'ai. Hein. C'est pas impossible, hein, mais ça va être compliqué. Donc là, déjà, on voit que physiquement, le prototype, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Et puis après, il n'y a pas d'autres recommandations. Révision. Toujours regarder la partie révision history. Ça vous dit ce qui a été corrigé. Parce que de temps en temps, ils disent des conneries dans les documentations techniques. Hein. Alors ici, on voit Recommended Connection for MCP pour notre puce. Donc ça, c'est le schéma recommandé pour nous. Ça, c'est pour la 7941X. C'est pas ce que nous, on a. Nous, ici, la broche, c'est NC. VCC ici. Donc a priori, nous, on n'aurait pas de VBAT ici. On va regarder ici. C'est la 7940M. Ouais, non, celle-ci n'a pas la fonctionnalité. Il n'y a pas le VBAT ici. Si on ne peut pas avoir une pile de secours pour conserver les données, c'est pas très grave. Ok, non, bah il n'y a plus rien quoi. Voilà, donc on a fait le tour de la documentation et dans la prochaine vidéo, on va faire le schéma. Enfin, on va prendre une des plaques de prototypage que j'ai là, perforée, une des petites plaquettes, et puis on va essayer de faire un prototype papier dans un premier temps, et puis on verra comment on peut se débrouiller. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. À bientôt!